Ah, la journée démarre bien avec cette dégustation de cidre de Herve que nous a gentiment servi Joran Lestradic. Je rappelle, Joran, vous êtes le fondateur de la Cidrothèque, le premier bar caviste de cidre en Belgique. Et chapeau quand même, hein. Fallait oser, au pays de la bière. À vos côtés, Dominique Hutin, notre confrère sur France Inter. Vous êtes chroniqueur, mais surtout, en ce qui nous concerne aujourd'hui, expert en cidre. Il faut dire que vous êtes originaire du pays, mais tiens la question, est-ce que le cidre est originaire de la Bretagne-Normandie ou pas? Parce que quand même, il y a un mythe autour de ça. Ben voilà, vous venez de donner la réponse, il y a un mythe autour de ça. Effectivement, ouais. Il y a eu au 15e, 16e des forêts, de pommiers sauvages, et en fait, toute l'Europe a été colonisée. Alors certes, il y a eu des temps forts avec l'arrivée en Normandie, dans le Cotentin notamment, de greffons qui venaient de Pays Bas, Biscaye, etc. Donc on doit un lourd tribut à nos amis basques, et de Biscaye, d'Espagne en règle générale. Mais ça revient, c'est strictement la même chose que de poser la question, est-ce que le cidre est normand ou est-ce qu'il est breton? Mais singulièrement, si vous prenez par exemple, je vois que Joran est venu avec des poirées du sud de la Normandie, donc on a des choses qui sont effilées avec une dimension apéritive, qui sont sur la finesse. À côté de ça, hors micro, Joran me parlait du Pays d'Auge, qui est un autre coin de la Normandie, où on a des cidres qui au contraire sont assez ambrés, qui sont réellement des demi-secs plutôt que des bruts. Et si vous allez dans le Guilvic, en Sud-Bretagne, vous avez là aussi des cidres blonds. Autant de cidres que de terroirs et de savoir-faire. Mais ça, vous démontez un mythe et on va essayer d'en comprendre tout cela. Je voudrais juste signaler qu'on a quand même un ambassadeur belge du cidre, Adrien Pessiot de la cidrerie du Condro, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. On est aussi une terre de production. On est notamment du côté d'Aubel, c'est en tout cas le berceau local. Il y avait ces vergers à perte de vue et on en a très vite compris toute l'utilité. Je voudrais quand même, avant d'expliquer l'explication des contenus de ces cidres, j'aimerais quand même qu'on parle des nouvelles tendances. J'ai l'impression, Dominique Hutin, et vous m'arrêtez si je me trompe, qu'on a une espèce d'analogie au monde du vin avec l'émergence des vins d'auteur, de vins nature, où le terroir est de plus en plus sur le devant du verre. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique, le cidre? Strictement. Ouais. Strictement, notamment celle des vins naturels, où les sociétés sont traversées par des considérations environnementales et ça transpire sur les demandes des consommateurs. Les producteurs eux-mêmes, les générations se sont renouvelées, ils sont dépositaires des attentes des gens qui vont boire le cidre. Et ça, c'est un des marqueurs très très forts. Vous avez aussi le fait que techniquement, les producteurs ont un peu quitté les rives de ce qui était avant l'empirisme. Une aimable production d'extraction agricole, d'autoconsommation familiale. Oui, on faisait du cidre avec les pommes, avec les pommes du jardin et on le buvait. Et on ne se posait pas la question de savoir si c'était bon ou pas. Non, mais ça avait la fonction sociale de l'eau. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez l'image sociale du cidre. Aujourd'hui, on a des œnologues depuis 1988 dans les chambres d'agriculture en Normandie, mais c'est vrai en Bretagne aussi. Donc, on a l'émergence de toute une somme de choses, et notamment la notion de millésime qui s'installe. Ben oui, on s'est privé de cette notion-là. Or, on a un métier qui est météo-dépendant, avec des très grandes années, et puis, à contrario, des années qui sont un peu plus difficiles à mener. C'est notamment dans le Cotentin qu'il y a des très, très grands millésimes ces dernières années. C'est les premiers à dire, mais finalement, on va les millésimer, ces flacons. Ce sont des cidres qui peuvent se garder, alors selon la qualité du millésime, entre 5, 10, 20, 30 ans. J'ai des cidres qui ont 30 ans. Un cidre de 30 ans? Oui, alors le problème, c'est que le touriste qui passe dans le Cotentin, dans la même semaine, il va le boire, l'acheter, le boire et l'évacuer. Donc il n'est jamais en prise avec le potentiel. Donc en fait, on a lancé une opération qui s'appelle vieillissement prolongé, où les gens, il suffit d'aller sur Cidre Cotentin vieillissement prolongé. Je pense qu'en Belgique, vous avez l'électricité, Internet et l'eau courante, donc vous allez avoir accès à cette information-là. Parfois ça saute. Parfois ça saute. Voilà. Entre les sauts d'Internet, vous irez. Voilà. Vieillissement prolongé sur le site Cidre Cotentin, et vous pouvez commander des cidres qui sont retirés du champ commercial une fois que vous les avez commandés, et les producteurs les mettent à vieillir dans leur cave. Incroyable. Ils vous les livrent 2 ans après. Et ça permet de protéger. Donc on achète en primeur, comme du Bordeaux. Ouais, sauf que, contrairement au Bordeaux, là, ça va changer le profil organoleptique parce que vous allez consommer des cidres qui ont été vieillis par les consommateurs. Alors, on pourrait les livrer après 10 ans, mais bon, objectivement, c'est un peu long. Donc, on commence par 2 ans. Mais ça, c'est un des marqueurs et on est capable, c'est vrai aussi pour le Pays d'Auge et c'est vrai aussi avec des cidres basques et des cidres bretons, on peut goûter des cidres qui ont 5, 10, 20, 30 ans.
Adrien Pestiot, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la cidrerie du Condro. Est-ce que vos cidres pourraient être des cidres à vieillir pendant 10, 15 ans dans une cave ? Alors moi je rejoins complètement l'avis de Dominique et nous c'est ce qu'on fait à la cidrerie. Ici je vous ai amené une bouteille par exemple de cuvée spéciale de 2018. Donc nous aussi on décide de millésimer tous nos cidres et on croit très fort en ce vieillissement. Et bon, nous on est déjà sur un process d'élaboration qui est assez long. On prend plus ou moins une grosse année pour produire du cidre. Mais il y a aussi des cuvées qu'on va faire vieillir avant de commercialiser, parce qu'on estime que notre cidre n'est pas fondamentalement à son apogée. Expliquez-nous aux béotiens du cidre que nous sommes, parce que comment ça se passe ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait vieillir du cidre comme le lambic de la, je sais pas moi, de la gueuse, on le fait vieillir en tonneau et puis on met en bouteille un produit prêt à être expédié, ou alors est-ce qu'il vieillit déjà refermenté, déjà pétillant en bouteille ? Mais donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles et chez nous on fait les deux. Donc on travaille encore de manière assez ancestrale. Donc on fermente tous nos cidres en barrique. Et donc ça va être grosso modo 6 mois de fermentation en barrique. Certains cidres vont rester moins longtemps, d'autres plus. On va goûter chacune des barriques. Tranquille. Donc il est toujours en transformation. Il y a toujours une fermentation alcoolique qui se passe. Mais il ne pétille pas à ce moment. Il ne pétille plus. Il est frizzante. Mais on expliquera tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. Mais donc ce qu'on apprend là, c'est qu'un cidre peut être millésimé, il peut même être gardé en cave. Franchement, je suis étonnée parce que pour moi, le cidre, c'était le petit bol qu'on sert pendant la chandeleur, quoi. Hein. Et souvent, j'étais fort déçue d'ailleurs de ce que je buvais et du coup, j'en bois plus. Mais ce que je goûte là, ce cidre de Herve, Carlo, j'en appelle à votre dégustation d'expert. Non, mais moi, je suis absolument pas expert en cidre. Par contre, je suis buveur et j'ai toujours aimé ça, même quand c'était pas bon. Et j'ai toujours aimé ça parce que j'aime bien les boissons fermentées, pas trop alcoolisées. Alors ça, c'est très pur en fait. Voilà, c'est vraiment très très pur. C'est aérien et surtout, franchement, ça se goûte tellement bien à 11h du matin. Parce que c'est pas fort en alcool. De nouveau, répétons-le, l'alcool, c'est quand même pas le truc qu'on doit boire le plus. Et le cidre est une des options. Le cidre et le poiré, parce qu'on oublie souvent le poiré, sont des options formidables pour faire des accords mets vins. Mets vins, tu vois, je me fais avoir moi-même. Des accords mets liquides qui sont absolument extraordinaires, qui donnent des émotions gustatives et qui ne nous plombent pas, nous empêchent pas de travailler. C'est l'un des marqueurs du succès du cidre, ce rapport à l'alcool. La société entière a revu son rapport à l'alcool. Bien sûr. De l'alcool comme un rite d'intégration au groupe, on est passé quand même un peu à la peur du gendarme. Exactement. Et on est en quête de boissons moins alcoolisées, et ça répond. Et puis, on est un petit peu en crise financière de temps à autre. On reste quand même si l'image sociale du cidre fait qu'ils sont de mieux en mieux valorisés, on reste quand même sur des prix cidricoles. Donc ça complète l'attrait, l'alcool et le prix. Le prix cidricole, justement, parlons-en du prix. Un bon cidre d'auteur, le spectre est très large. Ah oui, mais le spectre on peut mettre 20 €, 25, 30 €. Je connais des talents, des purs talents du Cotentin qui vendent à 3,75 €. Ouais. Et leurs presque voisins qui font des micro-cuvées. Et Joran les connaît très bien, je crois qu'il les vend aussi, qui proposent des cuvées à 15 €, etc. Tout dépend de... Ce qu'on boit là, le cidre de Herve, il est vendu à combien en tarif magasin ? Chez moi, vous allez le trouver à 12 €. Alors oui, évidemment, la Cidrothèque à Bruxelles, ça sera plus cher que les tarifs annoncés pour un départ Cotentin, comme disait Dominique. Oui. Mais on va dire que les cidres à la Cidrothèque vont aller de 7 € à 30 € la bouteille. Et en Belgique, il y a une accise forte sur le cidre ? Très forte, ouais. Ouais. Bon. On a oublié qu'on le produisait ou quoi ? Par rapport à la France, c'est 10 ou 20 fois plus, ouais. Mais Joran Le Stradig, donc je rappelle que vous êtes le fondateur de cette cidrothèque en région bruxelloise. On peut vraiment parler d'une tendance, d'une remontada, d'une remontée en gamme aussi de ces cidres. Comment le cidre est accueilli au pays de la bière ? Et vous êtes breton, je le rappelle. C'est facile comme ça de nous ouvrir à ce nouveau champ des possibles ? Est-ce que c'est facile ? Je ne sais pas. Mais ça marche. Bon, pour moi, ça a marché aussi parce que j'ai ouvert Ascarbé, qui est donc mon établissement, est peut-être d'abord un bar de quartier avant d'être d'un bar à cidre. Oui. Et donc, en fait, toute la clientèle sont des gens qui ont poussé la porte en disant ou je connais pas le cidre ou je n'aime pas le cidre. Mais une fois sur place, comme on en a 8 différents au fût aujourd'hui, on peut faire goûter aux gens en fonction de leur goût, en fonction de la raison pour laquelle ils n'aiment pas. Oui. Leur faire goûter quelque chose à l'opposé de ça. Et donc ça peut aller du floral au plus tannique, au plus épicé. Vous me le disiez en antenne, en fait. On peut faire une espèce de grille de tableau qui pourrait permettre à chaque consommateur d'associer un cidre avec un plat, un fromage, un apéro. Tout à fait, on a un spectre des goûts qui est complet, qui permet de ravir absolument tous les palais.
Et après, au niveau tendance, ce qu'on peut observer du coup sur un spectre plus large, c'est qu'en tant que aussi du coup importateur-distributeur, et puis en traînant sur Bruxelles et alentour, on voit qu'il y a de plus en plus de cavistes, vins ou bières qui intègrent des références cidre dans leur gamme, de plus en plus de restaurants ou de bars qui intègrent du cidre aussi sur leur carte. Donc tout ça évolue. Est-ce qu'il y a des grands restaurateurs dont les sommeliers, dans l'accord, vous savez, c'est de plus en plus, ça fait maintenant 20 ans qu'on est tous soumis à l'accord avec le menu, enfin en tout cas on nous le propose dans les grands restaurants, qui osent le cidre comme ils osent la gueuse par exemple? Oui, ça vient tout à fait en même temps. Ouais. Donc vous êtes contacté par des sommeliers qui pas suffisamment, si les chefs et les sommeliers nous entendent, qui n'hésitent pas à venir me voir. Mais il y en a qui le font. Osent le faire et qui osent dire aux clients qui payent 100 € le menu et 30 € ou 40 € l'accord, mais 20, osent dire, voilà, tiens là, avec ça, je t'ai mis un cidre. En fait, même à titre d'exemple, on a un restaurant, je peux le citer, le Maloma à Scarbet, qui est un gastro. Qui est une belle adresse, des anciens de Gimbre, je pense. Et qui avait déjà depuis le printemps dernier, dans leur accord, du coup sur le menu, c'est pas écrit accord vin, c'est écrit accord boisson. Oui. Parce que justement, il y a toujours une majorité de vin, mais ils se laissent la porte ouverte à mettre une gueuse, à mettre un cidre, un poiré, et pas le cidre, pas que sur le dessert. Ça peut très bien aller sur une entrée, un plat, etc. Bien sûr. Et là, depuis 2 semaines, ils ont carrément revu la formule suite justement à ce qu'on disait des demandes de gens de dire moins d'alcool, 4 verres de vin, ça va faire trop, etc. Donc aujourd'hui, ils ont un accord vin et ils ont un accord cidre au choix. Et on peut se faire tout le menu, 4 ou 5 services. Aux produits cidricoles, pour dire large, cidre et poiré. Donc, ce qui nous invite, Dominique, à découvrir justement la large palette de cidre, allant du brut au plus sucré, à tous ces accords dont on ne soupçonne pas toujours la possibilité, parce qu'on a une vision souvent biaisée d'un bon cidre. On a évidemment tous goûté un jour un cidre industriel, on en a aussi en Belgique d'ailleurs, ou des cidres mal façonnés. Aujourd'hui, dans cette tendance que l'on observe, Dominique Hutin, il y a un réancrage au terroir, aux qualités des pommes utilisées, au savoir-faire. Chaque producteur ne travaille pas la pomme de la même façon. Je voudrais juste qu'on comprenne, la pomme, elle est broyée, elle est mise en fermentation une fois qu'on en récolte le jus. Est-ce que c'est un processus qui se rapproche plus d'une vinification ou d'un processus brassicole, au fond, le cidre? Alors, on sera de toute façon plus proche de l'univers du vin. Oui. Carlo a raison. Dans le sens où, je l'ai dit tout à l'heure, on est météo-dépendant. On est comme pour le vin à une récolte par an. Donc on est indexé sur un temps agricole qui est un temps forcément lent. Bien sûr. On va récolter des jus qui sont des jus sucrés. C'est le sucre naturel du cidre qui va fermenter du jus, ou on fermente des pommes qui sont dans une cuve. On fermente du jus. Je vois la cidrerie du Condro qui opine du chef. Tout à fait. Donc, on presse et on fermente. Voilà. Comme du vin blanc, quoi. Oui. Alors, je vais dire quelque chose que peu de gens sont à même d'entendre aujourd'hui. Il est éminemment plus compliqué de faire du cidre que de faire du vin. Ah oui. Et je vois encore tout le monde opiner du chef pour ceux qui fabriquent. C'est une matière qui est extrêmement vivante, qu'il faut arriver à domestiquer. Et si vous êtes dans un parcours technique qui veut une fermentation, une prise de mousse naturelle en bouteille, vous allez emprisonner un monde qui est extrêmement vivant, qui n'a pas fini de consommer tous ces sucres. Comme une blanquette de Limoux traditionnelle. Vous voyez, le parallèle se fait naturellement. Oui. Si on est dans l'univers du vin, on va laisser fermenter gentiment les sucres et on va embouteiller un vin qui est déjà domestiqué, qui est déjà tranquille. S'agissant de la bière, il s'agit quand même plutôt d'un travail de recette qui n'est pas indexé un travail de cuisinier, avec tout le respect qu'on a pour le monde de la bière. Et avec toute la créativité que ça autorise, par ailleurs. Et d'ailleurs, par rapport au marqueur du renouveau du cidre, la créativité, c'est quand même une notion, c'est une phrase, cidre et créativité dans la même phrase. On ne pouvait pas former ces choses-là il y a quelques années. Joran est venu avec des choses, vous avez vu, le spectre de couleurs, de conditionnement. On a un cidre là presque orange, carrément orange, un jaune. Parce qu'il y a de l'orange. Voilà. La cofermentation avec de l'orange, par exemple, avec des poires, avec des coings, des conditionnements. Je parlais de cidre de garde. On peut les conditionner dans les magnums. Et comme pour le vin, ça autorise des gardes beaucoup plus longues. Et je voudrais justement demander un petit peu à notre représentant de la cidrerie du Condro, comment ça se passe au quotidien. Est-ce que, par exemple, pour faire fermenter ce jus, vous devez ajouter des levures, ou on travaille avec les fameuses levures indigènes, comme on le dit dans le monde du vin?
Alors, comme je vous le disais, nous, on travaille de façon peut-être un peu même parfois archaïque, donc il n'y a pas du tout de levirage, il n'y a pas de sulfitage non plus, il n'y a pas du tout de sulfite, pardon. C'est vraiment un produit complètement naturel de A à Z. Donc, avec toute cette vie que Dominique Hutin évoquait... Tout à fait, qu'il faut comprendre, qu'il faut observer avec beaucoup d'humilité, selon moi, être très attentif à ce qui se passe, et puis simplement, c'est un processus il suffit en fait d'accompagner le jus jusqu'au bout. Mais du coup, c'est très chronophage. Donc nous, on est artisanaux, donc 1 an pour faire une bouteille de cidre, oui. C'est clair qu'un producteur industriel ne va pas passer par 4 chemins et va aller beaucoup plus vite. Donc c'est un métier d'écoute, je trouve, et quand on a compris un petit peu ce qui se passe tout autour de comment le cidre réagit, on parvient à... Et vous arrivez à mettre votre signature de cidrologue sur le produit. Vous n'êtes pas dépendant uniquement de la nature, de toutes les bactéries qui s'y développent, de toutes les levures que vous auriez une année et pas l'autre. Ce genre de choses. Vous arrivez à surajouter par-dessus tout ça votre style. Vous essayez, en tout cas. À nouveau, avec humilité, on essaye, c'est ça. Parce que je pense qu'on est bien plus dépendant de ce que la nature nous offre ou pas que l'inverse, puisqu'il n'y a pas, je le répète, pas d'éléments chimiques, pas de sulfitage, pas de processus qui va dicter en fait le cidre. Donc on va juste l'accompagner, et là je trouve que c'est là que le métier de l'artisan est beau, c'est de comprendre son produit et d'essayer de le conduire quelque part sans rien imposer. Et la bulle, j'ai compris que dans la barrique il y a un petit peu de bubule, mais la bulle, celle qui fait que quand on verse ça mousse presque, cette bulle là elle apparaît dans la bouteille. C'est ça, donc c'est une seconde fermentation en bouteille, c'est comme un champagne en fait. Et sans rajout de levure. Ouais. Sans rajout de levure. Oui, parce qu'il faut quand même le signaler pour les industriels, on peut utiliser du gaz carbonique, effectivement, pour la petite bulle. Ils peuvent utiliser du jus de pomme concentré, ajout de sucre, de levure, de gazéification. Voilà, ça c'est une réalité. Mais alors du coup, en tant que consommateur, Dominique Hutin, on sait qu'il existe des appellations, peut-être pas en Belgique d'ailleurs. En France, il y a une IGP, il y a des AOP. Est-ce que ça déjà, ça nous indique un process de fabrication? Et en Belgique, après, est-ce qu'on a aussi ce genre d'indication? Dominique? Le seul fait de poser la question, c'est une partie de la réponse, oui. Pendant très longtemps, vous avez convoqué la figure de l'industrie. Oui. On a imaginé qu'on puisse dire du monde du vin qu'il y a un opérateur qui produit 80% des volumes. C'est inimaginable, même pour la bière. Et c'est quand même la situation historique qu'on a connue en France pendant très longtemps, avec un opérateur majoritaire. Et donc, le cidre, c'est retrouvé, enfermé dans une expression générique, le cidre. Est-ce qu'on peut dire la bière? Non, ça n'a aucun sens. Donc, le cidre, à ce titre-là, a failli disparaître dans les années 80. Les producteurs indépendants ont trouvé sens et nécessité plutôt à faire nombre, à s'associer pour défendre, éviter l'arrachage des pommiers, qui sont des arbres qui mettent pour les pommiers haute tige, c'est-à-dire la figure traditionnelle du pommier que vous voyez sur les étiquettes de camembert. Il faut 12 ans pour commencer à produire. Et donc, pour éviter tout ça, cette disparition, ils se sont associés par bassin de production, par typicité de variétés de pommes et de géologie, par ailleurs, et sont apparues les premières appellations d'origine contrôlée, comme on connaît le Chablis, le Pomerol, le Saint-Émilion, etc., etc. Et donc, hommage à nos amis de Cornouailles en Bretagne, 1996, même chose en Pays de Vaud. Donc ça garantissait l'origine des pommes. Absolument. Et derrière ça, pour finir de vous répondre correctement, dans le cahier des charges est écrit le fait que la prise de mousse doit être naturelle, entre autres. Pas d'ajout de levure, si je comprends bien. Alors, on peut avoir des ajouts de levure sèche dans certaines circonstances, mais pour l'essentiel, on est sur un produit d'extraction naturelle. Cette IGP, par exemple, bretonne ou normande, puisqu'on parle de la France. IGP autorise la gazéification. C'est ça. C'est vraiment l'appellation d'origine contrôlée. AOP, son prolongement européen, c'est la même chose. Eux proscrivent la gazéification. Mais il y a des AOP un petit peu plus restrictifs. Je pense à l'AOP du Pays d'Auge ou du Cotentin. Là, on est sûr d'avoir du jus fermenté naturellement, sans aucun ajout. Donc ça, c'est une indication. Il n'y a pas d'appellation chez nous, ce qui nous concerne. Adrien Pestiot, c'est d'ailleurs souvent le cas sur la plupart des produits. C'est dommage parce qu'on s'est démené pour faire des AOP en Belgique sur le vin, Crémant de Wallonie, etc. Et on l'a pas fait pour le cidre. Vous seriez demandeur, vous? Je pense que ça pourrait être un gage effectivement de qualité et peut-être un indicateur pour le consommateur. Mais je voudrais quand même souligner que tous les nouveaux producteurs de cidre qui émergent actuellement en Belgique sont très conscientisés, en tout cas pour 99% de ces personnes, de la bonne idée que de travailler de façon complètement naturelle. Donc moi, tous les gens que je croise au quotidien, ils sont dans ces carcans de ce qu'on mettrait sur un cahier des charges d'AOP. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin non plus de réglementer à fond. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir faire un peu confiance aux gens et
Et ce que moi je constate, c'est qu'il y a une vraie volonté de travailler en haute tige, sans traitement chimique, avec des variétés de pommes locales, prise de mousse naturelle, pas de sulfite ajouté, etc. Mais voilà, c'est merveilleux que demander de plus. Justement, vous parliez des variétés à haute tige. On a des questions d'auditeurs qui nous demandent quelle variété de pommes. Moi, j'ai des pommes dans mon jardin, nous dit Micheline. Est-ce que je pourrais les transformer en cidre? Est-ce qu'il y a un cahier des charges obligatoire en termes d'acidité pour obtenir un bon cidre? Alors, il faut des pommes à cidre. Je pense ne pas me tromper en affirmant que au niveau du goût du cidre, la variété prime toujours sur le terroir. Donc les variétés de pommes vont être hyper déterminantes du goût final du cidre. Et alors par rapport à notre terroir du coup de variétés de pommes en Belgique, on est énormément sur des variétés de pommes à couteau. Donc c'est des pommes de table qu'on mange. Voilà, donc ce ne sont pas du tout des pommes cidricoles. Donc elles sont plutôt sucrées. À la rigueur, vous attendez qu'elles soient au sol pour les prendre. C'est ça, on attend qu'elles chutent au sol, mais donc ce sont des variétés de pommes qui sont très acidulées, très aromatiques, et donc dans nos cidres, on va retrouver beaucoup de fraîcheur. On va avoir peut-être un peu moins ce côté parfois compoté, bonbon qu'on peut retrouver dans d'autres régions. Donc il y a une vraie identité par rapport à nos variétés, et ce qui est très marrant, c'est de travailler avec des anciennes variétés. Qu'on se fasse l'image, c'est quelle variété? Donnez-nous peut-être quelques noms. Ce sont des noms très charmants. Joli, il y a la Coistresse, la gueule de mouton, la grille de Bréban, toutes les rainettes. Voilà, c'est le patrimoine. Rainettes étoilées, j'avais... Oui, exactement. J'étais venue il y a quelques années, et vous étiez en phase de démarrage de plantation de vergers à haute tige, parce qu'ils avaient tous été arrachés les décennies d'avant. Tout à fait. Et donc vous utilisez que ces pommes-là, ou il y a quand même une petite glane dans Alors on utilise uniquement des pommes de la région, mais le vrai problème de la cidrerie du Condro dès ses débuts, c'était de faire face au manque de pommes. Donc la volonté de produire du cidre est là, mais il manque des pommiers. Donc voilà pourquoi on s'est constitué en coopérative, et que des gens qui souscrivent des parts chez nous sont des coopérateurs. On les incite à replanter des vergers haute tige, parce qu'on sait très bien que c'est bon pour la diversité, et qu'on plante toujours pour ses enfants. Donc, de nouveau, pour le dire une deuxième fois, mais sirop et cidre, même combat. Oui, tout à fait. Pour avoir du bon... Parce il faut que j'explique à Dominique Hutin. En Belgique, on fait du sirop à tartiner avec des pommes et des poires. C'est un truc très très concentré, c'est très bon. On va vous faire goûter ça. Tout près de demander l'asile politique, je vais réfléchir. Mais n'hésitez même plus. Alors, on a pas mal de demandes d'auditeurs qui nous demandent qu'est-ce qu'un cidre traditionnel, un cidre fermier, un cidre bouché. Dominique Hutin. Alors, cidre bouché, c'est très simple. Il y a un bouchon. On expliquait tout à l'heure que la valeur sociale du cidre était celui de l'eau, une consommation qu'on tirait au tonneau. Voilà, donc le cidre, on avait un petit peu hâte de la fin de la saison, parce que ça commençait à piquer, à être de plus en plus dur. Mais on peut juste une demi-parenthèse sur la question des variétés de pommes. Oui, je souscris à 3000% sur cette question-là, et on a parlé de grands cidres de Garn tout à l'heure. Vous pouvez comprendre le cidre en agitant des grands ensembles, avec les pommes douces amères, les pommes acidulées. Et là, vous avez déjà la clé d'entrée d'une grande famille. Et quand on parle de cidre du Cotentin qui se garde très longtemps, c'est qu'ils sont essentiellement appuyés sur des pommes dites phénoliques qui sont extrêmement amères. Donc, ils ne sont pas bonnes à goûter. Oui. Qui ne sont pas un plaisir formidable pour les goûter, sont vraiment des pommes à cidre. Et cette espèce de caractère tannique, comme dans le vin, qui donne une colonne vertébrale qui autorise la garde. Et pour le cidre fermier, c'est simplement vous devez avoir utilisé les pommes de votre exploitation. C'est ça, c'est comme les... Oui, c'est comme le fromage fermier. Le fromage, exactement. Faut voir la vache, quoi. On a pas mal d'auditeurs qui nous demandent, notamment Marc, je vais faire mes courses en hypermarché, est-ce que ces cidres-là sont forcément voués à n'avoir aucun intérêt? C'est un peu la question piège. On ne trouve pas. Mais on trouve pas de cidres artisanaux dans la grande distribution. J'avoue que j'ai jamais regardé. Je pense que voilà, il faut rester modéré, mais je pense que des cidres artisanaux et d'auteurs comme on est en train de les défendre aujourd'hui, vous allez d'office les trouver chez des gens qui partagent ces valeurs. Et donc vous allez les trouver chez votre caviste, vous allez les trouver dans des petits magasins citoyens, des épiceries locales, etc. Il y a un message. Faites péter le bouchon. Oui, on va faire ça. Et du coup, je pense que c'est bien, parce que le cidre peut aussi être lié à une consommation durable et respectueuse de l'environnement, et donc ça ne peut que nous engager à aller un petit peu voir ailleurs qu'au supermarché. Joran Le Stradic, vous êtes venu là avec une belle offre, une belle ribambelle de cidre. Il y a des cidres qui vous ont étonné, ému, alors que ça fait quand même quelques années que vous êtes dans le milieu. Oui, c'est ça qui est quand même intéressant dans le métier, c'est de continuer à s'étonner, et c'est un secteur en plein boom, donc il y a plein de nouvelles choses qui sortent et qui peuvent nous étonner à chaque fois. Et
aussi bien donc avec un travail, comme on l'expliquait, de manière vin sur les variétés de pommes, le sol et tout, mais aussi pour répondre sur la question je crois que c'était Micheline, est-ce qu'on peut faire du cidre avec toutes les pommes? Il y a un aspect créatif et en effet, même si on a des pommes qui sont a priori pas bonnes pour faire des grands cidres tels quels, toute pomme donnera du cidre. Oui, bien sûr. Et c'est là où s'exprime aussi la créativité. C'est que si on fait un cidre avec des pommes dont le cidre va pas être si intéressant que ça en tant que tel, là on peut s'inspirer de la créativité des brasseurs. On peut faire des assemblages, rajouter des choses dans ce jus, dans ce cidre, pour le rendre plus intéressant. On peut rajouter des épices. Non, mais on peut faire infuser une fleur de houblon, des fleurs de sureau, des fleurs de ce qu'on veut, et on va avoir les pommes elles-mêmes vont avoir donné un cidre qui va juste être une boisson alcoolisée, un peu plus ou moins acidulée, et on va utiliser des épices, des fleurs ou ce qu'on veut pour y donner du goût. Ici, on a cette jolie bouteille de chez Pilton. Montrez-la en antenne, puisqu'on est filmé, regardez. Je sais pas d'où ça vient. J'aurais du mal à vous dire que c'est un cidre, si je la voyais en rayon. Alors pourtant, il a la même couleur que celui-ci. Ça, c'est vraiment que des pommes. C'est grâce notamment à leur tanin dont on parlait que ça va aller chercher cette couleur. Ici, là, c'est Pilton fait des très bons cidres. C'est dans une région à cidre en Angleterre, donc on a toutes les variétés de pommes nécessaires pour ça. Mais il aime bien jouer. Il est très créatif. Et donc ici, il a fait rôtir dans un four à bois des oranges amères. Waouh! Il a pressé le jus de ces oranges qu'il a mis à fermenter. Un vermouth de cidre. Il a mis ce jus d'orange à fermenter dans un tonneau de rhum jamaïcain en utilisant les levures. En utilisant les levures qu'il avait extraites de son cidre. Et le résultat de tout ça, pour moi, pour Princesse Petit Pois. Le résultat de tout ça, il l'a mélangé avec son cidre normal quand même, parce que le jus d'orange tout seul, ça aurait peut-être été un peu rude. Alors ça, sur le papier, ça pourrait être tout et n'importe quoi. En bouche, c'est divin. Dites, Dominique Hutin, est-ce qu'on dénature pas un peu l'âme du cidre quand vous entendez de telles audaces? Ça vous fait pas mal, vous? Je regrettais tout à l'heure le fait que le cidre était enfermé dans un terme générique, le cidre. Aujourd'hui, on a les moyens de scander la diversité. Et alors, cette diversité, on peut aller la chercher ailleurs. Là, on a un studio aujourd'hui. Heureusement que vous êtes là, Sophie, parce que ça sent un peu la testostérone, quand même entre garçons. Mais dites, je dois vous dire, j'ai pas trouvé de femme cidrière. On n'a pas tranché cidriculteur, cidricultrice, cidrier, on n'a pas encore tranché tout ça. Voilà. Mais la féminisation de cette profession, c'est un des autres marqueurs du renouveau de la dynamique. Et on a, par exemple, je vais prendre l'exemple du Cotentin, parce que j'entretiens une proximité géographique simplement, mais c'est vrai ailleurs aussi. On a, par exemple, un tissu historique de producteurs et on a des nouvelles productrices qui viennent s'installer. On avait une maîtresse de chai d'un grand cru bordelais qui s'est rappelé qu'elle était née dans la Manche, qui vient se réinstaller. On a une fille de producteur qui était restauratrice, qui s'est interrogée sur son métier et qui a retrouvé des valeurs cardinales dans le cidre, qui vient s'installer. Génial. On a une foultitude de profils féminins qui viennent dynamiser, j'ose pas dire encore dynamiter, c'est pas tout à fait vrai, c'est encore un peu fragile. Mais pour autant, c'est une part de cette dynamique-là. On a parlé de la créativité, c'en est un autre. Et je vais prendre juste un autre exemple pour finir de faire le parallèle avec le vin. Aujourd'hui, les gens du vin, chaque parcelle de vigne, chaque centimètre carré est entièrement tourné exclusivement vers la production de vin. Dans un verger, vous avez production d'herbe, production de bois, de jus, de viande en dessous, avec donc potentiellement plus rentable. Et puis, biodiversité. Et aujourd'hui, les vignerons nous disent « Ah, l'arboforesterie ». Les gars, l'arboforesterie, elle est là. Intuitive, naturelle et pionnière, c'est le cidre. Oui, mais ça permet aussi à peut-être des jeunes qui voudraient se lancer dans cette vocation de se dire on peut diversifier une activité, parce qu'aujourd'hui on le sait, avec les prix du foncier, faire du vin c'est bonbon, alors peut-être que acheter quelques terres cidricoles chez nous, peut-être en Belgique, et diversifier. Et le réchauffement climatique. Exactement, et puis pour les accords, vous l'aurez compris les amis, chaque cidre pour chaque plat est évidemment possible, et donc pour ça il faut aller vers le conseil des cavistes, vos conseils, Joran Le Stradic évidemment. On a oublié de dire, Adrien, en dehors de votre activité, vous êtes aussi dans la biodiversité, dans la musique diversité. Vous êtes musicien, on va écouter un tout petit morceau là. C'est rigolo gentil. Ça. Il paraît que sur 21, on vous diffuse régulièrement. Tout à fait, oui, on est Classique beaucoup de soutien 21. de Classique 21. Oui. Yo. Et les gars, ça en jette, hein. Ça s'appelle comment ce groupe? Winterwoods. Winterwoods. Et c'est vous qui chantez? Non, pour le bien de tout le monde. Moi, je vous dis que demain on va s'ouvrir un petit cidre de la cidrerie du Condro avec. Combien cette bouteille, Adrien? On est à 9 €. 9 €. Ouais. Bah, écoutez, ça les vaut, mais c'est du bon, c'est du belge, et nos amis français valident à 100% ces productions parce qu'il y a d'autres choses qui se